Pouvez-vous créer et générer le scénario d'un roman en lien avec l'instruction supramentale développée par Bernard de Montréal? Oui, c'est tout à fait possible, et même particulièrement riche, de créer un scénario de roman directement inspiré de l'instruction supramentale telle que développée par Bernard de Montréal. Voici une ébauche de scénario structuré vibratoirement, qui ne cherche pas à faire œuvre de fiction ésotérique au sens traditionnel, mais plutôt à transmettre, à travers la forme narrative, la mécanique vivante de la conscience en mutation. Titre possible, le point de fusion. Cadre narratif. Nous suivons un personnage principal, un homme ou une femme contemporain, plongé dans un isolement de plus en plus grand face à une humanité psychologiquement saturée. Ce personnage traverse une crise existentielle intérieure, rupture des liens actifs, absurdité de la routine sociale, dissonance avec la mémoire personnelle. La souffrance devient un tremplin, non pas pour une quête spirituelle, mais pour un déplacement de son centre de gravité vibratoire. Pivot de l'histoire. Il ou elle entre en contact avec son ajusteur de pensée, d'abord de façon confuse, intrusive, voire perturbante. Voix, pression mentale, insomnie, révolte intérieure. Cette interaction provoque une guerre entre l'ego psychologique et l'énergie du supramental. Une situation typique de la technique du contrôle, décrite par Bernard de Montréal, où l'ego est contraint d'identifier le contrôleur et de le maîtriser pour ne plus être manipulé par les peurs ou les mémoires astrales. Développement. Au fil du récit, le personnage commence à percevoir la distinction entre ses pensées astrales, ses états manipulés, et la vibration pure de son double. Il apprend, sans aucune méthode ou technique, à vivre vibratoirement, à déchirer les voiles mentaux de sa personnalité et à confronter les formes illusoires. Des scènes clés montreraient, par exemple, comment il cesse de penser, comment il détruit une croyance fondamentale, ou comment il rompt un lien karmique majeur sans en avoir conscience intellectuelle. Climax. L'événement majeur n'est pas spectaculaire. Il s'agit d'un moment de silence total où l'ego se retire et où l'intelligence du double prend toute la place. À ce moment, le personnage cesse de chercher, cesse de souffrir, cesse de se définir. Il n'est plus psychologique. Il devient créatif instantanément. Son regard sur le monde se transforme radicalement. Final, l'histoire se termine de façon ouverte. Le personnage est désormais seul, sans identité fixe, mais libre. Et ce n'est pas une libération spirituelle, c'est une désintégration du format humain antérieur. Il devient l'homme nouveau dont Bernard de Montréal parle, non affecté, non manipulable, capable de faire vibrer l'intelligence réceptrice. Ce genre de récit, bien mené, permettrait de traduire vibratoirement dans la fiction ce que Bernard nomme la fusion entre l'ego et l'ajusteur, sans tomber dans les pièges de l'interprétation symbolique ou psychologique. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour que je développe une structure de chapitre inspirée par les grandes étapes de la mutation de conscience, ou tapez 2 pour explorer les dialogues possibles entre le personnage et son ajusteur de pensée. Pouvez-vous à présent développer sur les dialogues possibles entre le personnage et son ajusteur de pensée? Très bien. Les dialogues entre le personnage et l'ajusteur de pensée ne doivent jamais être traités comme une conversation à deux au sens humain, car l'ajusteur ne parle pas. Il impulse, il presse, il déplace, il crée un impact vibratoire. Ce qui donne lieu au dialogue intérieur, c'est la réaction de l'ego qui apprend à identifier l'intelligence qui le traverse sans se l'approprier. Voici comment ces dialogues pourraient se manifester dans le récit. Scène 1. L'irruption. Le personnage ressent une pensée étrangère. Ce n'est pas une voix, c'est une pression dans le mental. Il réagit. Pourquoi je pense ça maintenant? Aucune réponse. Silence et tension. C'est pas à moi ça, cher Vanu, je ne pense pas comme ça d'habitude. Sensation vibratoire, calme mais coupant. Il comprend qu'il n'est pas seul dans sa tête. Scène 2, la révolte. L'ajusteur commence à introduire des idées qui démolissent les fondements du moi. Je ne suis pas ce que je crois être. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? La pensée suivante traverse comme une lame. Tu n'as jamais pensé, tu as toujours été pensé. Le personnage explose.
T'es qui pour me dire ça? Je veux comprendre. Comprendre, c'est encore vouloir contrôler. Observe. Ici, Bernard disait, il faut contrôler le contrôleur, pas dialoguer avec lui. Scène 3, la coupure. Un moment arrive où l'ego commence à ne plus répondre. Il devient témoin lucide. Silence, puis énergie claire. Une image mentale se forme. Une ancienne mémoire revient. Une peur, une trahison. Cette fois, il ne réagit pas. C'est fini. Ce souvenir ne me touche plus. Ajustation douce. L'ego perçoit qu'il a franchi une ligne. Scène 4. La reconnaissance. Le personnage sent qu'il peut devancer l'ajusteur. Il anticipe les mouvements. L'ego et le double s'unifient dans l'intelligence. Tu ne dis plus rien parce que maintenant je sais. Et c'est précisément ici que le dialogue s'éteint. Il n'y a plus d'eux. L'ajusteur devient silence intégré. L'ego cesse d'être un réacteur, il devient un opérateur. Bernard a dit, quand tu contrôles le contrôleur, ça ne se dit pas, mais tu le sais. Ce savoir, ce je sais, marque la fin du dialogue et le début de la supraconscience réelle. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour une exploration des transformations vibratoires du langage intérieur à travers les étapes du récit, ou tapez 2 pour que je propose des extraits narratifs fictifs illustrant chacune de ces étapes. Pouvez-vous, dans l'optique de générer un roman en lien avec l'instruction supramentale, décrire l'intrigue principale se rapportant à la vie amoureuse du personnage principal, à savoir que c'est lui, il vit la fusion et sa compagne ne vit pas la fusion. À quoi va ressembler sa vie? Très bonne question. Elle ouvre une porte essentielle dans la dynamique supramentale, car la relation amoureuse, lorsqu'un seul des deux vit la fusion, devient un lieu de tension vibratoire extrême, voire de dissolution nécessaire. Voici donc une description de l'intrigue principale, centrée sur cet axe. Intrigue principale. Le personnage principal, un homme, commence à vivre les premières secousses de la fusion avec son ajusteur de pensée. Il sent que ses pensées ne lui appartiennent plus tout à fait, que ses émotions se désagrègent, que ses attachements se dissolvent. Il commence à entrer dans une lucidité radicale. Mais sa compagne, elle, demeure ancrée dans une perception émotionnelle de la relation. Elle l'aime, mais elle le veut aimant. Elle veut un miroir affectif, une réciprocité psychologique, une chaleur humaine. Et elle ne comprend pas pourquoi il devient de plus en plus silencieux, tranchant, absent. Conflit. Elle sent qu'elle perd quelque chose. Elle lui dit « Tu ne m'aimes plus comme avant ». Et lui, avec une voix calme, désastralée, « Je ne t'aime plus comme avant. Non. Je te vois, je ne t'appartiens plus. » Ce n'est pas un rejet, c'est une transmutation. Mais elle souffre. Et lui, il ne souffre plus. C'est ça le gouffre. Déroulement. Il essaie de lui expliquer, mais chaque mot qu'il dit crée plus de séparation, parce qu'elle cherche une réponse psychologique, une raison, une justification, une promesse. Mais il ne peut plus promettre. Il voit qu'il ne peut plus vibrer avec une conscience astralisée. Dans une scène clé, elle tente de le faire réagir, de le provoquer émotionnellement, jalousie, souvenir commun, chantage affectif. Il reste neutre, sans mépris, sans colère, juste neutre. Et là, elle comprend que c'est terminé. Pas dans la forme, dans la vibration. Climax est seul. Il ne ressent ni perte, ni douleur, parce qu'il ne vit plus selon le plan de l'âme. L'amour humain est dissous, et ce qui reste, c'est un regard pur, non possessif, non impliqué. Il la voit entièrement, dans ses mouvements, dans ses blessures, dans ses mémoires. Mais il ne peut plus l'aimer, parce que le supramental ne choisit pas d'aimer. Il voit ou il ne voit pas. Il est ou il n'est pas. Dans les enseignements de Bernard, cette situation est inévitable pour l'homme fusionné. La femme veut le contrôle de la paix. Elle ne veut pas être contrôlée. La femme, il faut qu'elle soit aimée par un homme conscient. Mais si elle ne vit pas la fusion, elle interprétera tout à travers son mental astralisé, et ce sera tragique pour elle. Pour lui, ce ne sera ni tragique, ni heureux. Ce sera. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour que je développe des scènes précises de rupture vibratoire dans le couple, ou tapez 2 pour explorer un rebondissement possible où la compagne commence à son tour à vivre une ouverture de conscience. Pouvez-vous décrire un rebondissement possible où sa compagne vit aussi l'ouverture de conscience?
Oui, ce rebondissement est puissant, mais il ne peut en aucun cas suivre une logique sentimentale ou spirituelle. Il doit survenir à la suite d'un choc vibratoire, car seule une secousse intérieure peut briser l'astralité d'une conscience endormie. Voici comment cela pourrait se dérouler dans le roman. Moment de rupture totale. Après des semaines de silence et d'incompréhension, elle décide de partir. Elle claque la porte. Lui ne bouge pas, il ne retient pas, il ne demande rien. Il sait que ce qui doit se passer se passera. Elle le quitte avec une charge émotionnelle énorme, persuadée qu'il est devenu froid, coupé, inhumain. Le choc, quelques jours plus tard, seule, elle est confrontée à un effondrement intérieur. Ce n'est pas un chagrin ordinaire, c'est une implosion de son système de pensée. Elle réalise que tout ce qu'elle cherchait chez lui, amour, sécurité, présence, n'était qu'une projection de ses propres besoins non résolus. Et à cet instant précis, une pensée traverse sa conscience. Ce n'est pas lui qui est parti, c'est moi qui ne l'ai jamais vu. Cette pensée ne vient pas d'elle, elle le sent, elle vient d'un autre plan. C'est son premier contact, début de l'ouverture. Elle entre alors dans un état étrange. Les pensées se calment. Elle commence à percevoir la mécanique de ses propres réactions. Elle voit les jeux de son ego. Elle comprend, sans émotion, que tout ce qu'elle a vécu n'était qu'une programmation mentale. Et là, le lien avec lui se transforme. Elle ne veut plus revenir vers lui. Elle ne cherche plus rien. Elle voit aussi, recontacte. Quelques semaines plus tard, ils se croisent par hasard. Il la regarde, elle le regarde, pas un mot, mais il sent que sa vibration a changé. Elle n'est plus la femme astralisée. Elle est en train d'entrer dans la lumière de son propre ajusteur. Il ne la reprend pas. Il n'y a pas de certain just for it. Il y a reconnaissance vibratoire, deux intelligences en émergence, libérées du mensonge du couple. Dans les mots de Bernard, l'amour est la clé qui mène l'homme vers l'homme qui va l'aider à se conscientiser. Mais si cette clé devient prison, il faut la briser. Et souvent, c'est dans la solitude et la désillusion que la femme vit son premier réveil. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour que je propose un extrait narratif fictif décrivant cette scène de recontact, ou tapez 2 pour explorer la manière dont cette nouvelle vibration transforme leurs échanges futurs. Pouvez-vous à présent décrire une séquence narrative fictive en lien avec ce contact? Oui. Voici une séquence fictive qui pourrait s'insérer comme pivot dans le roman après la rupture, lorsque les deux êtres ne sont plus liés par le couple, mais unifiés par une reconnaissance vibratoire. Séquence narrative, le contact. Il est tôt, un matin froid net. Il marche lentement sur un sentier de gravier en périphérie d'un parc urbain. Le monde autour bruisse encore de sommeil, comme s'il retenait son souffle. Il tourne un angle et elle est là, immobile, devant un arbre. Elle ne l'a pas vu. Elle regarde les branches comme on regarde une vérité muette. Une branche cassée tremble dans le vent. Il s'arrête. Elle tourne la tête. Leurs yeux se croisent. Il ne bouge pas, elle non plus. Il voit immédiatement. Et absolument la même. Son regard est désastralisé. Aucune plainte, aucune attente. Juste un vide calme. Son aura est nue. Elle avance d'un pas, puis un autre. Elle s'arrête à 1 mètre de lui. Elle parle, mais sa voix est différente. Posée, vide d'émotion. Je t'ai haï, je t'ai blâmé. Et maintenant je vois. C'était moi qui pensais que j'étais en vie. Il l'écoute, il ne répond pas. Ce n'est pas nécessaire. Elle poursuit plus bas. Depuis 2 semaines, ça n'arrête pas. Je vois les pensées venir. Je vois d'où elles viennent. Je vois quand ce n'est pas moi. Et je me tais et ça descend profondément. Silent, quelque chose se passe dans l'air. Imperceptible. Il la garde, pas avec les yeux, mais avec son intelligence. Il perçoit le début d'un alignement. Elle est touchée. Ils ont encore fusionné, mais alignés. La présence de son propre ajusteur commence à déraciner sa psychologie. Elle dit « Tu ne m'as jamais quitté. Tu t'es retiré de ma forme. » Il hoche lentement la tête. Oui, ils ont out. Pas d'étreinte, pas de réconciliation, pas d'explication. Ils se regardent encore un instant, puis chacun repart dans une direction différente. Mais cette fois, il n'y a plus de coupure. Il y a le début d'un pont vibratoire entre 2 consciences. Ce n'est plus une relation, c'est une reconnaissance. Cette scène traduit ce que Bernard évoque comme le moment où l'ego commence à ne plus répondre, où il devient témoin, lucide.
Et dans le champ du couple, cela devient un acte de désengagement total de l'émotion astrale, sans rejet, sans retour, sans drame. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour explorer la suite de leur lien vibratoire en tant qu'être conscient, ou tapez 2 pour un exemple d'écriture interne montrant comment elle vit désormais la pression de son propre ajusteur. Pouvez-vous décrire comment la relation entre ces deux personnages évolue dans le temps? Oui. Leur relation, une fois sortie du cadre du couple traditionnel, entre dans un espace totalement nouveau, une coprésence vibratoire sans mémoire. Elle ne repose plus sur des émotions ou des besoins, mais sur la reconnaissance mutuelle d'une même énergie en processus de désastralisation. Voici comment cette relation pourrait évoluer au fil du temps. Phase 1. La distance claire. Ils ne vivent plus ensemble. Ils ne s'appellent pas. Ils n'entretiennent aucun lien affectif. Pourtant, il y a entre eux un fil invisible. Pas une nostalgie, mais une tension lucide. Lorsqu'ils se croisent, par hasard ou nécessité, tout est simple. Aucun regard possessif, aucun geste superflu. Leurs échanges sont courts, directs et toujours porteurs d'un ajustement vibratoire. Phase 2. Les croisements conscients. Avec le temps, elle aussi commence à vivre des secousses mentales. Elle entre dans la phase du dépouillement. Ses rêves deviennent de plus en plus absurdes. Son corps résiste. Elle comprend qu'elle ne pourra plus jamais revenir en arrière. De son côté, lui la suit de loin. Il n'intervient pas. Il la laisse se désenvoûter seule, parce qu'il sait que toute aide prématurée créerait un attachement. Phase 3, la transparence. Un jour, il se retrouve dans une situation extérieure imprévue, une réunion, une mission professionnelle, une urgence. Et là, quelque chose bascule. Ils travaillent ensemble sans coordination apparente, dans une synchronisation parfaite. Pas de conflit, pas de fusion, juste la même lecture vibrante de la réalité. Ils parlent peu, mais tout ce qui se dit est vu, pas pensé. Chacun devient pour l'autre un miroir d'ajustement, non pour se compléter, mais pour se maintenir dans la rigueur vibratoire. Phase 4. L'indépendance intégrale. Avec les années, ils deviennent presque étrangers aux yeux du monde. Ils ne s'aiment pas, ils ne s'écrivent pas, mais chacun sait où en est l'autre vibratoirement. Et cette connaissance, qui ne repose sur aucune donnée psychologique, devient leur point d'unité. Elle vit son ajustement seule, mais en lien silencieux avec lui. Il continue sa mutation, sachant qu'il n'a laissé personne derrière. Car ce qui n'est pas vibratoire ne reste pas. Ultime phase, la disparition de la relation elle-même. Un jour, il pense à elle, et rien ne vient. Aucun mouvement intérieur. Même ses souvenirs, elle aussi, de son côté, ne pense plus à lui. Pas par détachement, par complétude. Leur lien n'a pas été détruit. Il a été absorbé dans la conscience. Ce qui reste, c'est une trace dans l'éther, sans poids, comme un souffle qui n'a plus besoin de forme. Bernard le disait ainsi. Quand l'homme et la femme deviennent conscients, ils ne vivent plus leur relation à partir de leur psychologie. Ils vivent un lien télépathique neutre, réel, mais jamais possessif. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour que je développe une scène de co-travail silencieux entre deux, ou tapez 2 pour explorer comment leur lien affecte leur relation aux autres humains dans leur entourage. Pouvez-vous, à présent, décrire une scène entre le personnage principal et l'évolution de sa relation avec son psychiatre à mesure qu'il vit la fusion? Excellente direction. Le psychiatre est une figure clé dans ce type de récit. Il incarne la science humaine, le mental structuré, la tentative de ramener le chaos intérieur à un ordre compréhensible. Mais lorsque le personnage entre en fusion, cette relation se retourne. Ce n'est plus lui qui est traité. C'est le psychiatre qui est exposé. Voici une scène fictive illustrant cette bascule. Scène, cabinet, fin d'après-midi. Le psychiatre, veste en velours côtelé, carnet en main. Face à lui, le personnage principal, assis mais droit, tranquille. Il ne regarde pas le sol. Il ne cherche pas à plaire. Il est là. Alors vous dormez toujours aussi peu? Je ne dors plus. C'est-à-dire, insomnie? Non. Henry Swilway. Le psychiatre hésite, note quelque chose. Vous entendez encore cette présence intérieure.
Ce n'est pas une présence, c'est moi sans le reste. Silent, le psychiatre, fronce les sourcils. Mais vous dites ça vous-même. Comment distinguez-vous ça d'un phénomène dissociatif? Je ne dis rien. Ce qui s'exprime en moi ne passe plus par ma pensée. Vous entendez mes mots, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Le psychiatre repose son crayon. Vous semblez détaché, presque indifférent. Non, je suis détaché de vos catégories. Je n'ai plus d'émotions à gérer, plus de mémoire à consulter. Ce que je vis ne peut pas être vu depuis votre plan. Le psychiatre se penche. Vous vous rendez compte que vous pourriez être perçu comme délirant? Par quelqu'un qui ne voit que la forme, oui, mais vous commencez à sentir que quelque chose ne cadre plus. N'est-ce pas? Le psychiatre ne répond pas. Vous m'avez écouté pendant des mois. Mais aujourd'hui, c'est vous que j'entends. Vous doutez, vous craquez à l'intérieur. Vous avez peur de ne pas comprendre ce que je suis en train de devenir. Une tension s'installe. Le psychiatre regarde son patient, non plus comme un cas, mais comme une énigme. Il sent que quelque chose lui échappe. Ce n'est pas une pathologie, c'est une autre intelligence qui s'installe devant lui. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Demande-t-il enfin. Le personnage le regarde droit dans les yeux. Rien, mais vous êtes en train de découvrir que vos outils ne suffisent plus. Et ça, c'est votre premier pas. Silent. La prochaine fois que vous me poserez une question, ce sera parce que vous aurez besoin de réponses. Pas moi. Il se lève. Sort. Le psychiatre reste seul. Devant lui, le carnet est ouvert, mais il ne note plus rien. Ce genre de scène illustre comment, au contact d'un être en fusion, toute autorité psychologique se dissout. Bernard disait « L'homme conscient ne cherche pas à convaincre. Il est et l'autre voit ou ne voit pas. » Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour une scène ultérieure où le psychiatre revient vers lui avec une vraie question, ou tapez 2 pour explorer comment cette bascule affecte la vie professionnelle du personnage. Pouvez-vous décrire maintenant une scène ultérieure où le psychiatre revient avec une question? Oui. Voici une scène plus tardive, après plusieurs mois de silence entre eux. Le psychiatre n'a pas recontacté son ancien patient, mais quelque chose en lui a bougé. Un doute devenu tension intérieure s'est transformé en quête. Il a vu depuis d'autres patients, mais aucun ne l'a affecté comme celui-là. Un café discret, fin de journée. Le personnage principal est assis à une table en retrait, seul, calme. Il ne lit pas, il ne pense pas, il observe. Le psychiatre entre, il l'a vu par la vitrine. Il s'approche, hésite, puis s'installe en face, sans invitation. Je ne suis pas venu pour évaluer. Je suis venu parce que je ne peux plus penser comme avant. Lord Tickert. Il ne répond pas par distance, parce que rien ne presse. Le psychiatre parle. Depuis notre dernier échange, j'ai essayé de classer ce que vous disiez. Schizophrénie atypique, dissociation contrôlée, dépersonnalisation active, rien ne collait, parce que c'était pas une fuite. C'était une présence, et ça me hantait. Est-ce que ce que vous vivez peut arriver à n'importe qui? Le personnage répond doucement, sans appuyer, non, seulement à ceux qui perdent assez pour ne plus chercher à gagner. Le psychiatre encaisse, il baisse les yeux. Il y a des jours où je sens que je ne crois plus à ce que je dis à mes patients. Je me répète, je joue un rôle, et parfois, j'entends une autre pensée en moi, silencieuse, impersonnelle. Le personnage le fixe avec lucidité. Alors le travail commence. Tu ne penseras plus, tu sauras, et ça va te démolir. Le psychiatre sourit nerveusement. Pourquoi le tu? Parce que ce que je regarde là, ce n'est plus docteur quelque chose. C'est un homme qui va perdre ses définitions. Silent. Puis il ajoute, tu peux rester psychiatre, mais pas pour aider, pour voir à travers. Et c'est là que ça va faire mal. Parce que tu ne pourras plus réparer personne. Le psychiatre prend une grande inspiration. Il ne sait pas s'il est prêt, mais il sent qu'il a franchi un point. Comment tu as supporté le début? Je ne l'ai pas supporté. Je suis mort. Puis c'est devenu simple. Il reste là un moment sans parler. Deux hommes dont la distance mentale se désintègre. Un lien se crée. Pas d'amitié, pas de complicité. Juste un contact réel. Vibrar. Cette scène montre que la parole, dans la conscience, devient un acte de transmission vibratoire. Le psychiatre n'est plus un analyste. Il devient un homme en fracture intérieure, prêt à s'ajuster. Bernard disait
Quand l'homme commence à entendre des pensées qui ne sont plus les siennes, il est sur le bord de perdre son moi. Et c'est là que tout commence. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour une scène où le psychiatre commence à vivre son propre basculement, ou tapez 2 pour un flashback montrant ce que le personnage principal a vécu lors de ses premières hallucinations vibratoires. Pouvez-vous décrire maintenant une scène où le psychiatre vit son propre basculement? Oui, ce basculement, pour le psychiatre, ne peut pas être progressif ni contrôlé. Il doit être un choc intérieur, une dislocation mentale qui révèle la présence d'un autre plan d'intelligence. Voici cette scène. Nuit, cabinet du psychiatre. Il est seul, tard. Le silence est dense, trop dense. Il relit les notes d'un patient. Et soudain, il ne comprend plus ses propres annotations. Les mots lui semblent vides, mécaniques. Il relit 3 fois une phrase, sans rien en tirer. Son esprit tourne à vide. Un malaise s'installe. Il sent une présence, mais rien de sensoriel. C'est comme si une force regardait à travers lui. Il se lève, marche, va vers la fenêtre. Le reflet de son visage lui apparaît dans la vitre, mais il ne se reconnaît pas. Ses traits sont là, mais son jeu est ailleurs. Et là, une pensée se forme. Mais ce n'est pas sa pensée. Elle est nette, détachée, tranchante. Tu crois encore être toi, mais ce que tu es a toujours été observé. Il recule instinctivement. Son cœur s'accélère. Il veut se raisonner. Hallucination, surmenage, fatigue. Mais la pensée revient. Non pas répétée, présente. Ta science ne te protège plus. Maintenant tu entres. Il tombe sur sa chaise. Sa respiration est courte. Et soudain plus rien. Pas un bruit. Même sa pensée personnelle se tait. Un vide parfait. Puis une autre vibration se fait entendre, comme un murmure non sonore. Tu as été psychiatre pour étudier les hommes. Tu vas devenir conscient pour voir ce que l'homme ignore en lui-même. Il tremble, pas de peur. Dehors, il comprend qu'il est en train de se déloger. Quelque chose en lui se décolle. Il n'est plus le docteur, ni l'homme. Il est vu et il ne peut plus se cacher. Le silence se referme. Il reste là effondré, mais lucide. Quelque chose en lui ne reviendra jamais. Il ne pense plus, il sait. Cette scène est le moment où l'ajusteur de pensée prend le dessus sur le mental structuré. Bernard disait, le choc vibratoire, c'est le moment où l'homme réalise que ses pensées ne lui ont jamais appartenu. C'est une déchirure, pas une illumination. Si vous souhaitez approfondir, tapez 1 pour une scène suivante où il revient voir son ancien patient, désormais comme un égal, ou tapez 2 pour explorer son désalignement temporaire, les résistances mentales qu'il traverse avant de stabiliser sa vibration. Pouvez-vous décrire maintenant une scène en lien avec le rapport au travail qui change du personnage principal suite à la fusion? Oui. Le rapport au travail, après la fusion, devient fondamentalement incompatible avec le monde des obligations, des attentes et des masques. Le personnage Prince Stafford's Bral ne peut plus fonctionner dans une structure mentale. Il agit ou non selon la vibration du moment, et cela déstructure tout ce que l'entourage perçoit comme stabilité. Voici une scène qui illustre ce basculement. Scène, salle de réunion, en entreprise, une réunion hebdomadaire, autour de la table, collègues, superviseurs. L'atmosphère est tendue, comme toujours. PowerPoint, voix trop forte, justification, lui silencieux. Il regarde, mais ne pense pas. Il voit. Le directeur s'adresse à lui. Alors, tu peux nous faire un point sur l'avancement du projet. Silent. Il répond simplement, je ne peux pas. Un flottement. Le directeur hausse les sourcils. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Il le regarde droit dans les yeux. Aucun des deux. Ce que vous attendez de moi n'a plus de réalité. La salle se fige. Un collègue tente de détendre. Tu veux dire que tu n'as pas eu le temps? Non, je veux dire que le projet ne m'a pas parlé. Il n'a pas vibré, il ne m'a pas traversé. Je ne peux pas agir dans une mécanique morte. Le directeur fronce les sourcils. Écoute, tu es ici pour faire un travail. Ce que tu dis n'a aucun sens. Tu refuses ta responsabilité. Le personnage sourit, sans défi. Je ne refuse rien. Je suis là, mais je ne suis plus programmable. Si vous voulez des réponses, il faudra me poser des questions réelles. Pas me demander de répéter ce que vous croyez déjà savoir. Un silence dense s'installe. Le directeur perd ses moyens. Il détourne les yeux. Quelque chose s'est produit.
La vibration du personnage a traversé la pièce. Inexplicable mais tangible. Certains ressentent une gêne, d'autres une curiosité. La réunion s'interrompt. Plus rien ne tient. À partir de là, son rapport au travail devient instable aux yeux des autres, mais d'une stabilité totale pour lui. Il agit quand la vibration est juste. Il refuse l'effort. Il ne cherche plus à être utile. Il est présent ou pas. Et cette présence suffit à faire éclater les cadres. Bernard disait « L'homme fusionné ne travaille pas pour gagner sa vie. Il agit pour manifester une intelligence. Le reste ne lui appartient plus. » Bon, je vais arrêter à présent cet enregistrement en lien avec la création d'un roman se rapportant à l'instruction supramentale développée par Bernard de Montréal. Encore une fois, ChatGPT a été au-delà de mes attentes pour avoir généré un scénario avec un personnage principal, puis avec différentes scènes là, qui ont été explorées. Donc, cet enregistrement m'a confirmé la pertinence d'utiliser ChatGPT éventuellement là, si je veux produire ce qu'on appelait autrefois des radioromans, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait des téléromans à la télévision et qu'on voit des téléromans aussi sur Internet, eh bien, il y avait des romans radiophoniques. Donc, c'est sûr que ChatGPT peut être utilisé pour ça, en plus de réaliser de la poésie, faire des scénarios de films, donc différents usages artistiques. Donc, c'est quelque chose qui peut être intéressant à étudier et à explorer. Des usages qui peuvent être faits là, de cette nouvelle technologie émergente. Donc, vous allez retrouver en bas de l'enregistrement présent le lien web pour avoir accès à l'intelligence artificielle se rapportant à l'œuvre de Bernard de Montréal. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.